Aujourd'hui, je vais vous présenter mes créations off-caméra de l'hiver 2024 et du printemps 2025. Il y a pas mal de petites choses et je vais déjà commencer par des choses qui ne sont pas liées à la couture. Et après, on pourra passer sur toutes les parties couture. La première création que j'ai faite n'est pas du tout un vêtement. C'était sur la dernière semaine 2024 que je l'ai créé. C'est un sac en cuir. Comme je vous le disais, c'est pas du tout de la couture. Je fais de la couture, mais on n'est pas vraiment dans le domaine de la couture en soi. Si vous me suivez depuis quelques saisons, vous savez que j'avais déjà fait une expérience avec du cuir en été 2023. C'était une première excursion, c'était pas vraiment ça en termes de finition, de découpe, les bords, etc. C'était pas top, mais j'avoue que j'avais quand même très envie de reprendre le cuir parce que finalement c'est quand même une matière qui m'intrigue, que je trouve intéressante en termes de texture sur les vêtements, donc j'avais quand même envie de pouvoir réexpérimenter. Et l'avantage de ça, c'est qu'il vient en mode kit, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter sur la découpe, sur les finitions, sur la quincaillerie, tout est là. Vous avez plus à assembler le sac que réellement le concevoir. C'est en ça qui m'intéressait. Initialement, j'avais découvert ce type de kit il y a 1 ou 2 ans, à travers d'autres influenceuses qui présentaient justement le kit, qu'elles le montaient le sac en question. Et là, en décembre 2024, il y avait Caroline de Coraline Street qui présentait justement le sac Birkin. Donc c'est une reproduction d'un sac Hermès, pas vendu au prix de Hermès, je tiens à le préciser. Donc elle présentait ce kit qui m'avait déjà intriguée à plusieurs reprises. Pour moi, c'était le moment idéal parce que je devais offrir un cadeau d'anniversaire pour ma mère. Donc je me suis dit, faisons d'une pierre deux coups, je vais pouvoir expérimenter le cuir dans des conditions où je serai un peu plus guidée, en même temps je pourrais faire un cadeau pour ma mère à un tarif tout à fait avantageux. Alors ces kits, ils sont vraiment complets, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les pièces de cuir pré-découpées, les tranches sont finies, il y a également pré-percé, ce qui est très important le pré-perçage, parce que si vous voulez que vos pièces puissent s'aligner correctement, il faut qu'elles soient déjà faites. Vous allez avoir l'outillage, donc les aiguilles spécialement pour le cuir, les fils, vous avez également de la cire, tout ce qui est quincaillerie pour faire les fermetures, accrocher les sangles, etc. Tout est inclus. Vraiment, la seule chose que vous avez besoin pour faire ce sac, c'est vos demi-mines. En termes de pas à pas, vous allez avoir des vidéos YouTube. Alors, je vous en reparlerai pour le pas à pas parce que c'est peut-être là où il y a un petit couac. Mais dans l'ensemble, c'est un kit que vous pouvez faire assez rapidement. Dans le cas de Caroline de Coraline Street, quand elle le faisait, elle disait qu'elle avait passé 9 heures pour monter le sac. Pour ma part, je l'ai fait donc en soirée, ça m'a pris 4 jours et ça représente environ 10 heures. Je trouve ça totalement raisonnable, 10 heures pour monter un sac. Sachant qu'en plus, moi, j'avais une deadline importante. J'ai reçu le kit 5 jours avant ma deadline qui était le 1er janvier. Parce qu'en gros, mes parents venaient chez moi pour le jour de l'an et je voulais remettre à mon père le sac, comme ça il aurait pu le remettre le jour de l'anniversaire de ma mère, son cadeau d'anniversaire, parce que moi je la voyais pas avant le week-end qui suivait son anniversaire. Donc j'avais 5 jours, mais au final, en 4 soirées, j'ai pu le faire. J'ai fait à chaque fois en soirée le sac parce que je trouvais ça plus adapté en termes d'organisation. Je voulais pas faire 9 heures d'affilée sur une journée entière, j'étais à peu près certaine que j'aurais pété un câble parce que j'aime pas les actions répétitives. Au premier abord, ça donne l'impression qu'on va avoir quand même un sac où on fait que des actions, où on fait que coudre le point de cellier. C'est assez répétitif, un peu robotique à mon sens, et c'était ma plus grosse crainte, que je prenne pas plaisir à monter le sac. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. J'ai trouvé au contraire que c'était une activité qui m'a énormément détendue. Je l'ai fait tous les soirs en regardant la télé parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration. Quand vous cousez, vous pouvez regarder la télé sans problème. Par contre, régulièrement, vous devez vous arrêter pour aller voir le tutoriel parce que comme c'est un petit sac, finalement, les étapes sont relativement courtes. C'est à la fois répétitif, mais en même temps suffisamment varié pour vous occuper un peu l'esprit. Donc franchement, excellent hobby à ce niveau-là. Ça m'a permis justement de découvrir sans stress le montage d'un sac. Et l'avantage, c'est que j'ai appris des choses. À maîtriser le point cellier, à faire les points de jonction, à monter de la quincaillerie, comment se conçoit un sac. Bref, j'ai eu l'occasion quand même de découvrir suffisamment de choses pour pleinement apprécier ce hobby. Les vidéos YouTube, les explications donc, sont sous forme de sous-titres. Donc, il faut savoir que Babylon Leather, qui est donc la marque qui fabrique ces kits, c'est des Chinois. On pourrait penser à autre chose avec le nom qu'ils ont, mais non, ce sont des Chinois. Et donc, leurs vidéos sont seulement sous-titrées en anglais. Elles sont pas en français, mais que en anglais. Et on voit juste les actions à l'écran. Et pour moi, c'est un peu rédhibitoire parce que vous pouvez pas à la fois regarder les actions et lire les sous-titres. Ce qui veut dire que souvent, je me suis retrouvée à devoir revisionner plusieurs fois les étapes pour avoir le temps de lire les instructions et ensuite voir l'action. Et parfois, vous avez besoin de les revoir plusieurs fois. Et je trouvais que les plans n'étaient peut-être pas assez bien focus sur l'action de la personne. Et donc, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour voir comment elle faisait certains points de jonction correctement. Sur ce point-là, je dirais que la vidéo YouTube aurait pu être mieux faite pour bien accompagner la grande débutante que j'étais en tout cas, mais c'était pas non plus bloquant.
Je suis arrivée à monter mon sac de bout en bout sans contrainte. En fait, il y a qu'une seule étape où j'ai vraiment dû regarder au moins 5 à 6 fois la séquence de moins d'1 minute, parce que vraiment j'avais du mal à voir. Tout le reste, ça va, j'ai pu, je revisionnais une fois et ça me suffisait, je pouvais avancer. Donc c'est pas insurmontable. Au niveau du kit, il était pas très cher. Je me rappelle plus très bien combien je l'ai payé, mais il faut savoir que bon, bah, j'avais déjà une promotion de fait que je passais par une vidéo d'une influenceuse qui proposait un code promotionnel, mais je suis retournée à plusieurs reprises depuis sur le site. Ils font régulièrement des réductions. Je suis pas une experte en cuir, mais je peux vous assurer que le cuir, il était quand même bien solide, il avait une belle qualité, il n'y avait pas de marque, donc vraiment j'ai le sentiment que c'était quand même un bon produit. Il y a un petit détail quand même qui m'ennuie un petit peu, c'est que ces sacs n'ont pas de doublure tissu à l'intérieur. Pour moi, c'est un peu un problème parce que bon, bah, si vous salissez à l'intérieur du sac, bah, c'est le cuir qui est sali à l'intérieur en fait. Je peux le comprendre pourquoi ils ont fait ça, parce que je pense que ce hobby n'est pas forcément fait spécifiquement pour des couturières, et donc les gens qui vont se lancer dans le cuir ne savent pas forcément coudre, donc peut-être pas de machine à coudre. Donc c'est probablement la version la plus simple de proposer un sac en cuir sans doublure pour pas rajouter un niveau de difficulté. Mais moi, en tant que couturière, je me dirais que la prochaine fois, si je refais un sac, je mettrai une doublure, d'autant que c'est vraiment la partie la plus facile pour moi. Et donc justement, parlant de prochaine fois, est-ce qu'il y en aura une? Alors oui, clairement, il y en aura une parce que je suis encore plus intriguée maintenant. J'ai l'impression de maîtriser beaucoup plus comment fonctionne le cuir. J'ai vraiment envie d'aller plus loin et j'ai envie de me faire mon propre sac. J'aimerais avoir un sac plutôt sac cabas tote bag en cuir. Et donc, j'en ai bien repéré un sur Babylon Knitter. Malheureusement, il était en rupture de stock et surtout, c'est que les couleurs ne me convenaient pas. J'en voulais un version camel et surtout, je voudrais qu'il soit zippable à l'intérieur pour que je puisse y ranger un ordinateur portable. Et ça, il ne propose pas du tout ce type de patron. Donc l'option, ce serait peut-être d'aller acheter un patron de base de sac et apprendre à découper vraiment le cuir. Donc l'idée, ce serait peut-être d'avoir une étape intermédiaire où je fais un petit accessoire. Il y a plein de patrons d'accessoires qui sont gratuits sur internet, sur lesquels je pourrais m'exercer. J'ai des chutes de cuir là dans mes affaires. Donc je pourrais commencer à m'exercer, à apprendre à faire les finitions, les bordures, tout ça. Et une fois que je maîtrise cette partie-là, je pourrais passer sur la version sac. Mais ça, c'est pour l'Alexandra du futur, sachant qu'elle a plein d'autres projets entre, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, ça reste dans le coin de ma tête, c'est une expérience que j'ai adorée et que je sais que je vais réitérer d'une manière ou d'une autre parce que vraiment, le cuir m'a toujours attirée. Maintenant, on va parler d'un autre projet qui n'est toujours pas de la couture, mais qui commence à se rapprocher de la couture. C'est ce petit pull. Alors, j'en avais parlé quand je vous avais parlé des projets que j'avais en tête pour le printemps 2025. Donc l'idée, c'était de faire un pull, mais surtout que c'était une opportunité pour moi pour me relancer avec ma machine à tricoter. Ça fait plus d'1 an que j'ai ma machine à tricoter, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer parce qu'à chaque fois je faisais que des échantillons, j'arrivais pas à savoir comment faire les choses. Il y a une chose que j'ai découverte là avec le temps, c'est que à l'écran sur les vidéos YouTube, la tricoteuse semble super facile à prendre en main, ça monte très rapidement des rangs, c'est sûr. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas voir à travers l'écran, je dirais que vous avez derrière une certaine mémoire musculaire qui joue énormément sur la bonne maîtrise de la machine. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas l'expérimenter autrement qu'en faisant, refaisant plusieurs fois avec la machine, en testant des choses. Les vidéos YouTube vont vous donner des directives comment maîtriser la machine, mais c'est en l'expérimentant que vous allez vraiment apprendre à bien maîtriser la machine, à avoir le bon mouvement, le bon rythme. J'avais un blocage psychologique parce que je ne savais pas par quel bout démarrer. C'est souvent le problème. Quand vous êtes autodidacte, au début, c'est toujours difficile de savoir par quoi commencer. C'était un peu le problème avec mon cuir, hein. La première fois, j'ai fait un petit peu n'importe comment. Là, j'ai eu un kit avec du pas à pas. Ça a énormément débloqué la situation. Je pense qu'on est dans la même situation avec la tricoteuse. L'idée de départ, c'était tout simplement d'acheter une maille classique, donc ce que vous voyez ici sur le corps du vêtement, c'était ma maille classique. Je m'étais dit, je vais me faire un patron, je vais le découper, et je viendrai par-dessus créer en fait un col que je vais réellement tricoter avec la machine, ce qui m'aidera en fait à m'approprier un petit peu plus la machine. Normalement, si vous regardez, vous allez me dire c'est bizarre, soit t'as vraiment vachement bien réussi ton col parce que vraiment ils se font parfaitement avec le corps du pull, soit t'es en train de nous la faire à l'envers. Effectivement, les choses ne se sont pas du tout passées comme je m'attendais. J'ai dû m'y reprendre énormément de fois. En fait, j'ai démarré ce projet en janvier et il a pris cette forme-là vers mars. Oui, donc ça a pris 3 mois pour juste faire des cols. L'idée, c'était vraiment faire le col, l'ourlet de l'emmanchure et l'ourlet du bas du vêtement. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Et quand on sait à quelle vitesse on peut monter des rangs avec une tricoteuse, vous me dites ça a dû te prendre même pas 10 minutes. Ça m'a pris 3 mois. Donc pour faire la genèse de l'histoire, j'avais acheté du fil de laine blanc. J'ai commencé à monter le col et très vite je me suis rendu compte que malheureusement la laine, le grammage, le poids, l'épaisseur de la laine ne matchait pas du tout ma maille. Et en plus le blanc n'était pas équivalent.
Ce qui fait que finalement, ça jurait énormément parce que c'était pas contrasté comme si c'était un choix de design, c'était juste clairement une faute de goût, la mauvaise laine, la mauvaise texture et la mauvaise couleur. Donc après ce premier essai, je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais essayer avec une laine qui est clairement d'une couleur différente, on aura l'impression que c'était intentionnel. Je suis partie sur, du coup, une laine marron que j'avais déjà en stock, encore plus épaisse que la laine blanche, et une couleur marron qui est pas très saillante, c'était encore plus laid. D'autant plus que c'était encore plus laid parce qu'on voyait clairement la démarcation. Encore en version blanche, la démarcation du col était moins visible, mais en marron, en fait, on voyait clairement que je ne savais pas relier ma base de mon vêtement avec mon col. C'était très irrégulier. En plus, j'avais commencé à faire avec la laine perdue qui me permet en fait de faire le montage et ensuite je la détricote. Mais comme j'ai fait ça incorrectement, je pouvais plus la détricoter, je l'avais trop emmêlée, donc c'était impossible à enlever. Et on voyait clairement en fait le montage était très laid. J'ai essayé d'autres formes de montage. Alors c'est l'avantage. Comme la tricoteuse est très rapide, vous pouvez tout démonter, remonter dans la foulée. Donc j'ai vraiment monté, démonté ce col peut-être 7 ou 8 fois. Donc j'ai eu le temps d'apprendre, de m'exercer comme je vous disais, d'avoir la mémoire musculaire. Ça, il n'y a pas de souci, ça y est, c'est bien rentré, je peux vous assurer. Donc j'ai essayé d'autres modes de montage. Le premier montage, je crois que j'avais fait une simple couture avec du fil de laine, c'est pour ça qu'on le voyait à travers ici. La deuxième fois, j'ai essayé de faire une liaison crochetée, donc du coup, ça ne se voit plus par l'extérieur, mais ça me plaisait pas plus parce que ça faisait un petit bourrelet, mais ça commençait à ressembler à quelque chose à l'extérieur. J'étais arrivée à un stade où mon produit me plaisait pas. Donc j'ai abandonné pendant pratiquement un bon mois. Et un mois plus tard, je suis revenue, j'avais encore suffisamment de mailles, je me suis dit, je vais faire une deuxième version de mailles, et je vais voir en montant un col avec le même tissu, ce que ça donne. Ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc je me suis dit, ok, bah si ça fonctionne là, je vais également faire sur les emmanchures et sur l'ourlet. Sauf que bien sûr, j'avais plus assez de mailles pour faire également ces ourlets-là, donc j'ai dû sacrifier la première version de mon pull, pour avoir assez de tissu pour faire les ourlets. Et donc voilà, enfin, le pull sans manches finalisé, mais qui ne répond plus du tout aux objectifs initiaux, à savoir apprendre à maîtriser ma machine à tricoter, vu que l'intégralité de ce pull est simplement cousu. Il n'y a pas du tout de tricotage ici. Donc grosse frustration, et en même temps, j'ai pas tout de suite lâché l'affaire. Parce que derrière, comme j'avais tricoté plein de fois, je sentais que je commençais à maîtriser ma machine, donc je me suis dit, on va pas s'arrêter maintenant. Et on va passer au projet suivant, mes mitaines. C'est le dernier projet, après on passera sur la partie couture, je vous rassure. Hein. Donc l'histoire, c'est que ces mitaines, je les ai fait en mars. En gros, je les ai faites juste après avoir fini mon trench en laine, que je vous avais déjà présenté le mois dernier. Pourquoi j'ai fait des mitaines? C'est tout simplement qu'en fait, je faisais mon mood board pour le printemps-été 2025. Ces mitaines sont une inspiration de Claudia Wickelman, qui est une présentatrice pour une série télévisée anglaise qui s'appelle The Traitors, et j'adore le style de cette nana. Elle a un mix à la fois country chic anglais, vous voyez, avec les plaids, les tartans, ces trucs-là, mais avec le côté Westwood. Elle a un petit côté rock and roll, donc vous allez retrouver avec notamment les mitaines, les capes. Elle a en plus un maquillage un petit peu charbonneux, une coupe de cheveux, vraiment. C'est ce mélange des genres Ralph Lauren et Westwood. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce sont exactement les créateurs que j'aime. C'était dans mon mood board 2023. Donc forcément, ça m'a fait tilt. Je l'ai vu, j'adore son style, je veux m'en inspirer. Et il se trouve qu'elle portait justement des manteaux en laine un peu amples, qui me rappelait beaucoup ma propre version du trench coat en laine. Et je me dis, mais je peux reproduire son style si je me fais des mitaines. D'où est venu ce projet. D'autant que les mitaines, c'est le projet parfait pour débuter sur la tricoteuse, vu que c'est juste 2 tubes avec un trou pour sortir les pouces. Donc c'était vraiment le projet qu'il me fallait pour me relancer après mon échec sur le pull. Là, autant vous le dire, on pourrait croire que je l'ai fait en 5 minutes et c'était réglé. Non, je m'y suis pris, je pense, 7 ou 8 fois également. Le problème n'était pas tant de monter les rangs, ça se fait sans problème, c'est juste qu'il fallait que j'arrive à reproduire la forme ici. En fait, il y a une augmentation pour faire jusqu'au pouce. Et donc cette forme-là, j'arrivais pas à la faire proprement, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, l'avantage c'est que monter des rangs, c'est tellement facile. Je veux dire, en une soirée, je pouvais faire 2 ou 3 mitaines d'affilée. Donc au final, en 3 jours, en fait 3 soirées, à chaque fois je rentrais du boulot, je me faisais mes mitaines, à chaque fois je modifiais le patron, jusqu'à arriver à cette version-là, qui est la version qui me plaît le plus. Alors, c'est pas encore parfait. En fait, le vrai sujet ici, c'est que la laine est très épaisse, donc forcément, ça fait quand même des mitaines
un peu trop amples, je les voudrais un peu plus fines. Là, c'est plus une question de changer de laine, d'avoir quelque chose d'un peu plus fin. Et je pense aussi la forme n'est pas encore parfaite. La forme et les coutures. Il faut savoir que chez moi, j'ai un vrai problème, c'est que je ne sais pas coudre mes tricots. Là, vous voyez, j'ai un bourrelet, mais qui est énorme. Et c'était la même chose avec les pulls. Je ne sais pas coudre, en fait, avec la laine. Il y a un vrai sujet d'amélioration sur lequel je dois me pencher pour mes prochains travaux. Mais ça reste dans le coin de ma tête. Vous pouvez être sûr que pour l'automne prochain, je vais me refaire des mitaines avec des laines un peu plus adaptées pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Et surtout, c'est qu'entre-temps, je suis allée sur Ravelry, qui est un site dédié pour tout ce qui est patron de tricot, et j'ai trouvé justement un patron gratuit pour des mitaines, ce qui devrait rendre le travail beaucoup plus simple pour moi. Donc attendez-vous le top prochain où je vous ressorte mes mitaines. Ça m'a quand même reboosté le moral et ça m'a donné envie de persévérer. Donc là, pour cet été, je suis en train de travailler sur autre chose. Je vais me faire un petit débardeur marinière. C'était de la laine que j'avais depuis 4-5 ans. En fait, j'étais partie sur un projet pour tricoter à la main, mais j'ai découvert en essayant que je suis nulle pour tricoter en termes de tension et en termes de patience. Et donc, c'est une excellente laine qui est fine, qui est parfaite. J'ai testé, je me suis rendu compte que déjà, une laine plus fine, c'est beaucoup plus efficace. J'ai remarqué sur la tricoteuse, ça marche mieux en termes de tension, j'ai beaucoup moins de mailles qui se décrochent. La laine idéale, et donc ça, c'est peut-être mon petit projet pour cet été, me faire un petit débardeur marinière en attendant de me faire des mitaines pour l'automne prochain. Je vous propose qu'on passe enfin sur la couture parce que là, ça fait un petit moment que je vous parle de mes projets tricot et cuir, mais on est sur une chaîne de couture. On va démarrer avec le pantalon Mitchell. Ce pantalon, c'est une variation du patron Mitchell de Closet Core Pattern. Je vous expliquerai juste après pourquoi je dis que c'est une variation. Parce qu'il y a une petite subtilité. C'est un patron que j'ai depuis, je pense, 2023, voire 2022. C'est un super beau pantalon. Il a plein de petits détails qui lui donnent beaucoup de caractère. Je pense notamment à son pli et sa poche qui est en biais juste à l'intérieur du pli. Mais également le fait qu'il a ces petites accroches sur le côté. Il a l'avantage de beaucoup se démarquer. Donc c'est un très beau pantalon. Mon problème avec ce pantalon, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de le monter, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à l'ajuster correctement. Il y avait toujours un petit truc qui allait pas. Alors ça allait en s'améliorant, donc on s'approchait de vraiment une version qui était de plus en plus bien adaptée, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. C'était souvent au niveau en fait du pli et de la taille, la partie haute du pantalon où ça coinçait en fait. Comme depuis l'hiver dernier, je commence à avoir des pantalons, mes autres pantalons commencent à être de mieux en mieux ajusté, je me suis dit pourquoi ne pas partir de mon patron de base de pantalon, qui lui est déjà bien ajusté, et de modifier le design pour retrouver le design du Mitchell. C'est-à-dire qu'en fait, ce pantalon n'est pas issu du patron Mitchell, mais il est inspiré directement du Mitchell, mais c'est mon propre patronage où j'ai appliqué en fait le design du Mitchell dessus. C'est pour ça que je vous disais qu'il est inspiré de Mitchell, c'est pas le patron Mitchell en soi. L'autre particularité de ce pantalon, c'est que je suis partie avec zéro attente et ça a beaucoup joué sur le résultat final. Et je pense d'ailleurs ça s'est reproduit avec un autre patron que je vais vous présenter par la suite. Je pense que partir sans attente aide énormément pour apprécier le résultat. Mon regard était neutre et donc dès que je l'ai monté, je l'ai tout de suite apprécié parce que justement je le jugeais pas en me disant ah il devrait être comme ci comme ça. J'ai évalué comment il tombait, ça m'a plu et j'ai considéré qu'il était réussi. C'est rare que je sois dans cette posture-là. En général, j'ai toujours une vision dans ma tête qui m'empêche de pleinement apprécier. Il faut que j'arrive à garder cette ouverture d'esprit quand je monte un patron pour ne justement pas être trop dur avec moi-même. Bien sûr, la réussite de ce pantalon, c'est pas seulement sur le fait que j'avais un regard neutre sur le pantalon. Il y a toute une méthodologie que j'ai appliquée. Je précise, j'ai pas fait de toile, mais si je l'ai pas fait, c'est parce que le patron de base, lui, je l'avais testé plusieurs fois, donc je savais exactement comment il tombait, c'était forcément bon. C'était seulement le design qui allait changer ici. Donc j'ai pas fait de toile, mais en d'autres circonstances, j'aurais fait une toile, je tiens à le préciser. Je suis partie sur un tissu où il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. C'est une gabardine à 9,90 € le mètre, j'ai 2,20 m, donc je me suis dit, je peux mettre 20 balles pour tester cette version-là. J'ai découpé donc le pantalon à chaque fois avec des marges de couture de 2 cm à minima, pour pouvoir me permettre justement de réajuster s'il le faut. Je pense qu'il y avait même encore plus sur le haut, parce que c'est souvent sur le haut que j'ai des difficultés. J'ai facilement dû laisser 5 cm par défaut au démarrage pour pouvoir faire mes rectifications. Et dans la première phase du montage, j'ai pas découpé les poches tout de suite. C'est-à-dire que j'ai découpé mon pantalon sans poche, c'est-à-dire que j'avais une seule pièce qui courait de là jusqu'à là. J'avais le pli, et en gros, j'ai plus travaillé mon pli, vérifié que devant tout était ajusté, mais la poche, je l'ai découpée que dans une seconde phase. Je l'ai bâtie en intégralité. J'ai pas posé de fermeture éclair, je l'ai donc juste épinglée devant,
et seulement je l'ai posé sur moi et j'ai rectifié en fait les plis. Parce que chez moi, c'est vraiment la difficulté. Tout ce qui était fourche, c'était nickel, vu que je vous l'ai dit, mon patron de base était bon. Donc le seul endroit où en fait il y allait avoir des rectifications ou des ajustements à faire, c'était sur ce pli. J'ai assuré d'avoir le bon angle du pli, parce que c'est vraiment ça qui joue, qui fait que le tombé du pantalon est beau. Il fallait vraiment qu'il suive l'équilibre de la jambe. J'ai bien pris le temps donc de faire ce travail, et quand je dis que je prends le temps, c'est-à-dire que j'ai pris une soirée où vraiment je me suis mis dans la position où je fais mes ajustements. C'est-à-dire que j'avais 2 miroirs, un miroir dans le dos et un miroir devant moi, le bon éclairage, et j'ai épinglé jusqu'à que ça me plaise bien. Une fois que c'était bien épinglé comme je le voulais, je l'ai bâti à nouveau, je l'ai réessayé et j'ai vérifié que c'était toujours bon. Et une fois que le bâti est aussi bon, j'ai pressé pour que ce pli-là, mais également ceux de mes pinces, soient bien marqués. Parce qu'une fois que j'ai bien marqué tout ça, j'ai tout redémonté. Bah oui, parce que c'est que la première phase d'ajustement du design. Donc c'était important que je marque tout pour que je ne perde pas ces informations. Donc j'ai tout démonté. Donc là, pour vous donner une mesure du temps, j'avais passé déjà un après-midi pour faire le patron, donc reporter le design sur mon patron de base. Et ensuite, j'avais passé également le même après-midi pour découper les pièces. Et le lendemain soir, j'avais fait le bâti et l'ajustement. Donc on a un après-midi, une soirée, et c'est le week-end d'après, où là on passe sur la dernière étape, qui est le montage. Donc quand je dis le week-end d'après, j'ai passé même pas une journée entière, j'ai dû passer je pense 3/4 d'une journée à faire le montage global de mon pantalon. Je suis une couturière très lente. Pour la plupart des autres, ce sera beaucoup plus rapide que ça. Donc ce week-end-là, j'ai remonté normalement mon pantalon. C'est-à-dire que j'ai commencé en découpant la partie de la poche, parce que j'avais une poche qui n'existait pas. Il a fallu que je redécoupe et que je rajoute les pièces pour faire mon fond de poche et ma poche. J'ai monté bien sûr ma fermeture éclair, etc. Les poches dans le dos. Le travail de confection, je l'ai fait à cette étape-là, en me basant sur le fait que normalement mes ajustements étaient bons. Et une fois que j'avais suffisamment d'éléments montés pour pouvoir réessayer, j'ai à nouveau réessayé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, même si vous avez ajusté avant, votre pantalon pendant la phase de confection, vous allez le presser, l'étendre, l'étirer, et il peut rebouger. Donc il ne faut pas hésiter, même après avoir ajusté, de continuer pendant l'étape de confection, de essayer le pantalon, vérifier que ça n'a pas trop bougé, et s'il faut, de réaligner si nécessaire. Et voilà comment on arrive à ce pantalon qui est franchement une de mes pièces les plus portées depuis ce printemps, tellement j'en suis super contente. Si je dois conclure, le patron de ce pantalon, il est complètement validé. Parce que forcément, après mes petits ajustements sur les plis, je les ai reportés sur le patron. Comme ça, je peux me resservir de ce patronage pour faire un autre pantalon derrière. Il est tout à fait donc possible de partir d'un pantalon de base que vous avez et de changer le design. Par contre, attention, ça ne s'improvise pas. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas l'habitude de faire des modifications de design, aidez-vous d'un livre de patronage parce qu'il y a plein de règles à connaître. Je vais vous donner un exemple tout simple que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut savoir que quand vous découpez une poche comme ça dans l'angle, après avoir découpé, vous devez faire une petite pince de 0,5. Je vous explique pourquoi vous devez faire ça, c'est que tant que vous n'avez pas de poche ici, votre point le plus haut, il est à ce niveau-là, donc ça va tenir bien, étirer le pantalon correctement. Si vous coupez dans le biais, comme c'est le cas ici, vous n'avez plus le point haut à ce niveau-là. Donc ça va créer en fait un vide à ce niveau-là parce que vous avez une partie creuse. Juste là, c'est creux. Et donc si vous découpez le tissu à ce niveau-là, il n'y a plus rien pour soutenir, bien étirer le tissu. Donc il va s'effondrer sur votre creux. Donc c'est pour ça qu'on fait hop, une petite pince de 0,5 cm dans le patron. Comme ça retend le tissu et il est bien étiré sur votre hanche. Mais tout ça, ça ne s'invente pas. C'est pour ça que je vous conseille justement d'utiliser les bouquins de patronage. Ce sont ce genre d'informations qu'on y retrouve. L'autre conseil que je rajouterais, comme je vous l'ai dit dans ma méthodologie, les ajustements, ça se fait tout du long. C'est pas juste pendant la phase de la toile. Vous faites l'ajustement pendant la toile, c'est des gros ajustements, je dirais. Mais même après, pendant la confection, on réessaie régulièrement le pantalon, ou tout autre vêtement, d'ailleurs ça s'applique à tout vêtement, et on revérifie qu'il n'y a rien qui a bougé. Parce que plus le temps passe, votre biais il peut s'étendre, vous allez passer un coup de vapeur, ça va également déformer la trame, ça peut jouer justement sur le bon ajustement. Donc on n'oublie pas, tout du long du processus, on réessaie régulièrement le vêtement et on réadapte si nécessaire. L'autre point, on prend son temps. Moi je l'ai fait en 3 temps mon pantalon, c'est-à-dire la phase de design et découpe du tissu, ensuite l'ajustement devant les miroirs pendant une soirée entière. Alors non, je dis une soirée, mais en réalité ça a dû me prendre, allez, l'ajustement 1 heure et le bâti une demi-heure. Donc ça n'a pas dû me prendre plus de 2 heures, quoi. Et enfin, la phase de confection, qui est pour moi la plus lente parce que j'essaie justement de faire les choses étape par étape, c'est-à-dire que quand il y a des phases où il faut presser, il faut vraiment
laisser sécher un petit peu. Je prends le temps de faire toutes ces étapes-là correctement. Parce que finalement, ça joue sur le résultat final. Donc plus vous prenez votre temps, plus vous faites les choses mieux. Comme je vous l'ai dit, je suis très satisfaite de mon pantalon, en tout cas de son patron. Sur le pantalon, il y a juste un petit détail. Oui, il y a toujours un petit truc qui est un petit couac. Je me suis rendu compte, en fait, après coup, que quand j'ai fait mon ourlet, j'avais probablement pas essayé avec mes chaussures, et je me suis rendu compte que c'est un petit peu juste. Il me faudrait 1,5 cm de plus en termes de longueur. Alors, c'est pas problématique parce qu'il se trouve que j'ai un ourlet qui est assez long, donc je pourrais très bien le découdre et le déplacer et le descendre de 1,5 cm. Mais voilà, c'est le genre de petits détails, justement, hein, faut pas oublier quand on fait ces essayages. Faut le faire avec les bonnes chaussures. Je pensais que j'allais enchaîner et me faire un deuxième pantalon tellement j'étais ravie de celui-là, mais je bloque. Ça, c'est le moment où je réalise à quel point ne pas avoir d'attente est important. J'avais pas d'attente sur ce pantalon, je l'ai fait sans problème, sans réfléchir, et maintenant que je commence à être super satisfaite et que je commence à me projeter pour un deuxième pantalon, je bloque parce qu'en fait j'ai peur de pas aussi bien réussir et du coup j'arrive pas à me lancer sur le deuxième pantalon alors que j'ai déjà le tissu, j'ai déjà en tête ce que je veux faire, mais j'arrive pas à me lancer parce que j'ai peur que ce soit pas aussi bien que celui-là et que je sois du coup déçue, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a fini ce pantalon, on va passer... Alors, projet suivant, c'est un projet que vous connaissez, mais pas sous cette version-là. Vous vous rappelez, en janvier, j'étais repartie sur un pyjama en me basant sur celui de ma grand-mère que j'avais rectifié pour l'avoir à mes mesures. J'avais bien retravaillé le patron et justement, je m'étais dit à la sortie de cette première version que ce serait bien que je m'en fasse une deuxième version avec un tissu un peu moins synthétique, parce que l'autre était pas très très agréable au toucher. Et donc justement, j'ai acheté ce tissu qui me semble être une crêpe de viscose. En tout cas, il y a cette texture un petit peu froissée qui apparaît à certains endroits. Je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, j'ai juste vu viscose, je l'ai senti sous la main, c'était plutôt doux, très agréable. Je me suis dit, ah, ça va être agréable d'avoir un pyjama avec ce type de tissu. Et j'avais pas vu que c'était une crêpe, et c'est en fait, après le lavage, il est ressorti très très froissé quand j'ai essayé de le repasser. Impossible de le défroisser. Ah, en fait, c'est une espèce de crêpe, mais c'est pas un beau crêpe où on a une texture régulière et granuleuse, mais légère et bien faite. Je sais pas, c'est un crêpé très mal fait. Il n'est pas idéal. Mais pour un pyjama, c'est parfait. C'est un tissu qui est à la fois doux et il a un beau drapé. C'est important pour ce pyjama-là qu'il ait un petit peu de drapé. J'ai également acheté un autre tissu qui est rose pour faire une deuxième version, mais là, je pense que pour la deuxième version, je le ferai en mode short pour que ce soit plus adapté pour le printemps et l'été. Parce que là, c'est un long pantalon, donc c'est plus adapté pour l'hiver, début du printemps. J'ai fait des contrastes avec un passepoil qui est beige doré. Donc ça répond un petit peu à certaines couleurs qu'on a dans les feuillages. Le rendu de ce pyjama est nickel, il est super joli, il a vraiment du style. J'aime beaucoup avec les biais, la poche, tout ça. Franchement, c'est un très beau pyjama. Il a eu beaucoup de succès quand je l'ai montré à ma mère, elle l'a trouvé très beau. Au niveau des boutons, initialement il y en avait 4, mais je vous expliquerai pourquoi il y en a plus. J'ai utilisé des boutons assez simples, bleu nuit, légèrement nacrés. Et surtout très petit parce que je voulais pas voler la vedette au biais, parce que c'est vraiment le biais qui, je trouve, lui donne son style. En soi, ça a été une couture très facile parce qu'en fait, j'ai monté le pyjama en février, alors que la version patronage sur la version de ma grand-mère, je l'avais fait en janvier, donc j'avais encore toutes les étapes en tête. Donc ça s'est fait assez intuitivement. Pour la version rose, là, pour le coup, ce sera peut-être plus compliqué parce que maintenant, on a plusieurs mois de décalage. Mais bon, ça devrait le faire. Je m'inquiète pas trop. J'ai le souvenir d'avoir fait quelques modifications par rapport à la version de ma grand-mère. Je m'étais plaint que j'avais pas assez d'aisance au niveau des épaules dans la carrure dos. Donc là, je l'ai vraiment élargi pour que je sois plus confortable. Également sur les emmanchures pour que je puisse avoir plus de mouvement. C'est un problème qui est récurrent, les emmanchures. Je pense en fait, c'est que ma version initiale, donc mon buste de base qui datait d'octobre 2023, je pense qu'il était devenu trop petit pour moi. Tous mes derniers patrons, à chaque fois j'ai ce problème, c'est que le dos et les emmanchures étaient un peu serrés dans le dos. Depuis, j'ai rectifié, je vous en reparle après, mais c'est beaucoup mieux. Au niveau des boutons, je vous en avais parlé, il ne me reste plus qu'un, il y en avait 4 initialement. En fait, c'est tout simplement que j'ai voulu expérimenter avec le pied pour la pose de boutons. C'est un pied que j'avais déjà avec ma machine à coudre, je l'avais jamais expérimenté. Là, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est des tout petits boutons, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est mon pyjama. Et ça s'est posé, mais super rapidement, hyper efficace, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Sauf qu'en fait, j'ai pas pris conscience que ce système, faut quand même bien sécuriser les fils à la fin parce que forcément, vous avez un fil supérieur et un fil inférieur. Et si vous les nouez pas, forcément, s'il y a un des fils qui commence à se détacher,
c'est le bouton qui se barre. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai 3 boutons sur 4 qui sont partis. Alors, ils sont pas perdus, je les ai gardés de côté, il faut juste que je les recouse. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour les prochaines fois, quand je réutiliserai, parce que je réutiliserai quand même ce pile, parce qu'il est efficace, mais je ferai bien attention à bien sécuriser mes fils à la fin. Donc, petit projet très facile à faire, qui avait pas beaucoup d'enjeux, c'est ce qu'il me fallait, parce que j'étais en plein milieu du trench, je venais de finir la première version, j'avais besoin de quelque chose, ce qu'on appelle le quick wins, quelque chose qui te rebooste le moral, et c'est exactement ce que m'a procuré ce pyjama. J'ai pu le porter tout de suite, et j'ai déjà très hâte de me faire le deuxième, mais bien sûr le deuxième il tarde à se faire, parce que forcément, quand c'est trop facile, voilà, on a envie de repartir dans quelque chose de plus ambitieux, donc j'ai reporté le deuxième pyjama, mais comme il commence à faire de plus en plus chaud, je me dis, ça serait l'occasion là de pouvoir m'y lancer. Donc ce pyjama, je l'ai fini en février. Entre-temps, j'ai également achevé en mars mon premier trench qui est version laine, donc parfait, je l'ai fini pile au bon moment, ça m'a permis de le porter quand même pendant un mois. Je vous laisse aller voir la vidéo YouTube si vous l'avez pas encore vue. Et entre-temps, j'ai également fini la version demi-saison qui est la gabardine verte. Il est parfait, et surtout c'est que je l'ai fini au bon moment parce que il continue à pleuvoir, il fait encore frais, donc je porte encore mon trench actuellement, donc c'est vraiment la bonne saison. Je vous ai pas encore sorti la vidéo du trench demi-saison pour la simple raison que ce serait un peu redondant vu que je vous ai déjà montré la version 1 qui est la version laine. Là, je préfère prendre un peu plus de temps pour refaire une vidéo où je vous montre plusieurs choses. L'aspect gradation, le tournage, également la partie où je vais le tester sur différentes morphologies parce qu'il y a d'autres trenchs qui sont en cours actuellement. En fait, je suis déjà à ma 3e version de trench et il y en a une 4e qui est en cours. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de vous faire une vidéo pour chaque trench, parce que sinon on va passer l'année à faire que ça. Donc cette vidéo, elle viendra plus tard, il me faut que je souffle un petit peu, parce que j'avoue, je commence un peu à saturer avec les trenchs. Mais en attendant, donc après avoir fini ma première version du trench, j'ai enchaîné avec un autre manteau. Et donc voici le manteau, également mi-saison, qui est une totale improvisation, si je puis me permettre. C'est-à-dire que c'est un manteau que j'avais repéré il y a peut-être 2 saisons, je crois, chez Mango ou Zara, je me rappelle plus très bien. Mais c'est une version assez simple, une veste courte avec des poches, un col et rien de très sorcier. C'était resté au fond de ma tête depuis un moment et là j'avais un peu saturé avec mes trenchs. Alors c'est un manteau qui est sorti un peu spontanément, on va dire, de ma tête, c'est-à-dire que même si j'y pensais depuis longtemps, la phase d'exécution, elle a été un peu comme le pantalon Mitchell, en totale improvisation et donc sans grosses attentes, et forcément le résultat a été le même que pour le pantalon Mitchell. Regard neutre égale grosse satisfaction. Je suis très très contente de cette veste là. Donc pour faire sa genèse, je suis partie du patron de ma veste de l'hiver dernier. Donc c'est la veste qui avait un col très très haut et qui était en plaid. À partir de ce patron initial, j'avais déjà les bonnes proportions, on était déjà sur une veste courte. Il a fallu donc plus faire un retravail sur les designs, c'est-à-dire qu'ici on a un empiècement qu'on n'avait pas sur l'autre version. J'ai rajouté des poches, les pinces poitrines sont toujours là, elles n'ont pas bougé. J'ai rajouté une petite ceinture plate parce que initialement c'était une version un peu bombers, la précédente. Donc là, la ceinture est devenue plate. Le col est beaucoup plus simple, beaucoup plus court. On a toujours la plaquette qui était déjà là initialement. Sur les manches, on était déjà dans du 2 pièces. Il y a juste sur les poignées que j'ai retravaillé. Initialement, on avait une poignée simple. Là, en fait, j'ai mis une ouverture... je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas une ouverture capucin, c'est l'autre version avec le biais. Le dos, rien de compliqué. J'ai fait également un empiècement et c'est sur le pli du milieu, donc on n'a pas de couture. Et c'est tout. Je vous l'ai dit, hein, c'est une version très simple, mais parfois la simplicité, c'est ce qui est le plus satisfaisant. J'ai pas précisé, mais j'ai fait des poches plaquées avec un pli de gousset au milieu, pour leur donner un petit peu de relief. Et donc pour la fermeture, on est sur un zip à l'intérieur, un zip en métal. Et logiquement, il y aurait dû y avoir des boutons pression, mais ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un petit couac en cours de route. Je me suis rendu compte que mon rabat est trop long, donc il se chevauche sur les poches plaquées, comme vous pouvez le voir. Si j'avais déplacé mes poches, on va dire de 2 bons centimètres, plus sur les extérieurs, ça aurait été parfait. Je pense que je vais le reproduire donc sur la version suivante. Je vais vraiment donc décaler mes poches un peu plus vers l'extérieur pour plus avoir ce problème-là. Vous l'aurez peut-être noté quand j'ai soulevé tout à l'heure le rabat, je me suis un petit peu fait plaisir. J'ai fait une petite doublure avec mes chutes de mon soupule léopard de l'hiver dernier. Donc ça leur donne le petit côté un petit peu sympa quand on ouvre la poche. J'ai beaucoup travaillé les surpiqûres pour donner un petit peu de texture. Donc tout l'empiècement, vous voyez, il y a un petit effet bourrelet qui est intentionnel. J'ai fait la même chose sur le bas, au niveau de la ceinture. Ça lui donne un petit peu de caractère, je trouve que c'est sympa. Aussi sur les coutures des manches, bref. Tous les endroits où c'était possible de faire cette surpiqûre, je l'ai faite. Donc au niveau de l'intérieur de la veste, il n'y a pas de doublure.
Mais du coup, j'ai essayé de retravailler au maximum, mes finitions. Donc sur toutes les bords des parmentures, j'ai mis un biais en satin que j'ai glacé pour que ça ne bouge plus. Alors là, ce que vous voyez, c'est juste que j'avais du thermocollé. En fait, je me suis rendu compte en cours de route, c'est que j'avais pas, renforcé cette couture-là. Quand je l'ai cousue la première fois, elle était pas droite, elle avait tendance un peu à se gondoler. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je renforce l'empiècement pour qu'il reste bien droit, bien plaqué. Donc c'est pour ça que vous voyez en fait cette petite bande, c'est tout simplement mon thermocollant. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petite pièce ici au niveau de mon épaule. En fait, c'est pour faire une espèce de cigarette. Ça permet en fait de garder bien l'arrondi parce qu'initialement, sans la cigarette, ça avait tendance à s'effondrer, ça faisait un petit creux pas très joli. Et en rajoutant la cigarette, ça a un peu renforcé, ça a réarrondi. Donc c'est un petit truc comme ça. C'est juste une petite pièce de tissu que vous mettez à l'intérieur, mais qui permet en fait de donner un peu de structure à l'intérieur. Normalement, ça vient accompagné avec des épaulettes, mais moi, j'avais pas trop l'intérêt de mettre des épaulettes. Je préfère quand ça reste quand même un peu décontracté. Donc, il n'y a que la cigarette pour le moment à l'intérieur. Alors, je l'ai pas précisé pour le tissu, c'est un mélange de laine et de synthétique. Donc, je préfère le porter avec des manches longues parce que sinon, au contact de la peau, je trouve que c'est pas très très agréable. Mais après, par contre, c'était une laine qui avait un beau drapé. Je trouve qu'il est souple, donc ça reste confortable à porter en mi-saison. C'est pas trop rigide. Et ça lui donne ce petit côté décontracté. Donc j'ai l'intention de m'en faire une deuxième version, parce que j'avoue c'est une veste super rapide à monter, elle est vraiment pas compliquée ni à concevoir ni à confectionner. Et donc l'idée ce serait de faire une version en gabardine bleu marine, le même que mon pantalon Mitchell. Je pense que pour la saison suivante je vais avoir beaucoup de bleu marine en fait. Je suis en train de réaliser que je prévois à chaque fois de faire des choses en bleu marine, je vais être tout en bleu marine pour l'été à mon avis. Et donc j'ai l'intention de m'en faire une deuxième, encore. J'ai dit la même chose pour le pyjama, pour le pantalon, hein, mais est-ce que j'aurai le temps de le faire, c'est une autre question. Mais après, j'avoue que j'aimerais bien m'en faire une en version gabardine bleue parce que je voudrais que ça accompagne une robe polo marinière. Donc ça irait bien ensemble. Alors, vêtements suivants. Cette veste cropped, je l'ai finie vers fin mars, début avril, je pense. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre trench. Non, franchement, de toute façon, toutes mes créations off-caméra étaient rythmées tout simplement par mes trenchs. Donc c'était la version verte. Et après ça, donc l'avantage de la version verte, c'est que elle a été rapide à coudre, vu que je ne filmais pas. On était plus pour améliorer la confection, la bonne méthodologie, donc ça a été un peu plus rapide à coudre. Donc dès fin avril, j'avais déjà fini et j'ai pu passer donc à la création off caméra suivante, qui est ce t-shirt. Et oui, c'est rare que je fasse des basiques comme ça, mais en fait c'est un vrai sujet chez moi. J'ai très peu de t-shirts, manches courtes ou manches longues, parce qu'en fait ce sont des formes qui conviennent pas en général à ma silhouette. Je m'explique. Comme je suis petite et plutôt j'ai un petit cou, c'est un peu trapu cette partie-là, on a tendance à me dire qu'il faut plutôt que je privilégie des choses qui allongent mon cou. Alors à l'inverse de ça, je dois éviter en général les cols ronds. Sauf si je me mets en mode débardeur, parce que le débardeur en général a tendance un petit peu à rééquilibrer avec mes petites épaules. Mais là, quand je cache, normalement, il faut plutôt privilégier quelque chose qui va être vertical. C'est pour ça que je mets la chemise d'ailleurs par-dessus, ça donne une ligne verticale qui compense. Mais quand je porte un t-shirt, le col rond ne me met pas en valeur. Si vous rajoutez un t-shirt qui va être donc près du corps, sachant que j'ai quand même une poitrine un peu plus développée par rapport à mes épaules, ça a tendance en fait à vraiment apporter l'attention sur cette partie-là. Donc col rond qui monte haut plus la poitrine, en plus là c'est rayé, c'est pas l'optimal si c'est très près du corps, vaut mieux que ce soit un peu lâche pour moi. Sauf que souvent quand c'est lâche, j'ai remarqué que les t-shirts c'est des mailles qui sont un peu rigides et ça fait tout de suite camionneur. En tout cas dans mon ressenti quand je me vois avec un t-shirt un peu carré, ça me convient pas. J'ai un autre problème avec les t-shirts. Donc là on est sur du manche long donc ça va, mais souvent je vais plutôt sur du manche courte. Sauf qu'il s'avère que je suis plutôt musclée, c'est-à-dire que j'ai un biceps qui est quand même pas mal développé, donc je suis petite et très musclée, ça n'aide pas. Et si en fait vous avez un t-shirt qui coupe pile au milieu de la partie la plus forte de votre biceps, ça le grossit encore plus. Forcément c'est un peu frustrant parce que j'ai du mal à trouver des bons basiques qui me mettent en valeur, donc je me suis dit au lieu de renoncer à avoir des basiques, fais ton propre basique qui sera adapté à ta silhouette. J'ai toujours un col rond, mais vous noterez que je l'ai fait en mode raglant les manches, donc je me suis dit je vais expérimenter pour voir si le fait d'avoir le format raglant ça peut pas justement créer une silhouette, créer des lignes verticales qui pourraient un peu compenser. Donc je me suis dit on va tenter. Et surtout, c'est qu'il est beaucoup plus ample. Donc vraiment au niveau de la poitrine, c'est pas trop serré, donc ça met pas l'accent sur la poitrine, ça laisse un petit peu de mouvement, ça aère un peu la silhouette tout simplement.
Au niveau des manches, j'ai fait du long comme ça, il n'y a plus le problème des biceps trop resserrés. Et surtout, j'ai fait attention que les manches soient suffisamment amples pour que ça ne moule pas le biceps, justement. C'est ma première version, donc on est plutôt sur une toile. J'avais acheté en fait ce coupon de tissu dans la Sacré Coupon pour 15 € les 3 mètres, donc c'est parfait parce que ça veut dire qu'il m'en reste encore plein. Et l'idée, c'est d'expérimenter les formes en fait, avec le même patron et le même tissu. Je vais tester donc différents cols. Donc je vais tester avec un col plutôt V, un col rond mais qui descend plus bas parce que parfois on peut garder du rond mais allongé pour montrer un peu plus de peau, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est plus vous montrez de la peau, plus vous allongez la silhouette tout simplement. Donc soit un col rond plus bas, soit un col en V, voire un col bateau, parce que comme j'ai une carrure assez fine au niveau des épaules, le simple fait de la découvrir, ça peut venir compenser. Au niveau des rayures, comme elles sont fines, ça passe. Il faut savoir que les rayures épaisses, ça peut être problématique, mais là, elles sont très fines, ça passe. Je vais également essayer, je pense, des manches courtes, mais je ne vais pas les arrêter ici. Je vais les arrêter soit là, ou sinon, je ferai des courtes, mais j'essaierai plus larges. Et au lieu de s'arrêter pile au plus fort de mon biceps, je les descendre genre 2 cm plus bas, là où ça commence à se réaffiner, en fait. Donc, je vais peut-être essayer quand même le mode manche courte, mais un peu plus large pour tester, pour voir justement en termes de silhouette si c'est juste ça qui fait la différence. Et vous l'aurez noté, j'ai utilisé un tissu qui est un peu drapé, parce que pour moi, le drapé joue aussi sur l'esthétique, l'effet sur la silhouette, quoi. Et donc, une fois que j'aurai testé tout ça, l'idée, ce sera d'acheter des tissus de meilleure qualité, parce que bon, là, c'est pas la meilleure qualité. En plus, il fait un peu pyjama, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce côté rayé fin avec le raglan, pour moi, ça me rappelle des pyjamas. Mais personnellement, c'est pas grave, parce que je trouve qu'en soi, pour de l'expérimentation, ça fonctionne très bien, ça m'a coûté peu cher, et j'ai pas de scrupules, ça marche pas. Donc l'idée, ce sera d'utiliser des mailles de meilleure qualité. J'ai déjà repéré des mélanges de lin viscose, ça a l'air d'avoir un beau trapé, avec un effet de légère texture et transparence qui peut vraiment donner beaucoup de charme au t-shirt. Donc une fois que j'aurai fini, on passera sur cette étape-là. Le t-shirt, je m'en suis aussi servi pour apprendre à maîtriser la double surpiqûre à la double aiguille. Donc si on regarde de plus près, vous allez voir que sur le col, c'est pas idéal, il y a du bourrelet. Tandis que si on regarde ici sur l'ourlet final, il est bien plat. C'était une question de réglage en fait. J'ai un peu ramé, mais en même temps, je me suis entraînée pas mal de fois sur des chutes pour avoir le bon réglage. Mais ce qui est important en fait, c'est la pression du pied de biche. Il faut l'alléger au maximum. Parce que plus ça presse, en fait, plus ça fait un bourrelet. Et également la longueur. La longueur de vos poings, je crois que je suis passée de 2,5 à 4. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à avoir maintenant des surpiqûres qui sont bien plates. Donc ça, c'est nickel. Ce t-shirt à manches longues, c'était un petit peu mon exercice de style. Et je vais persévérer parce que du coup, ça m'a ouvert la voie vers plein d'autres choses. Parce que ça a été essentiel notamment de maîtriser la maille, parce que je vous en ai parlé juste avant. Avec la veste, je veux faire une robe polo. Et la robe polo, c'est de la maille, il me semble. Donc il faut que je maîtrise un minimum mon patron de maille pour pouvoir faire ma robe polo derrière. Je crois qu'il me reste ceci. Ouais. Alors, comme vous pouvez voir, non, vous ne voyez pas double. Il y en a bien deux, ils sont identiques. C'est-à-dire que j'ai démarré par celui-ci. Donc là encore, on est sur des improvisations totales. Donc j'avais repéré en fait une blouse Cézanne où il y avait ce petit col froncé, volant froncé sur le col, qui redescendait en fait jusqu'à la hauteur du buste. Et donc j'aimais bien ce style, et comme il me restait effectivement ce tissu qui devait vous rappeler peut-être pour ma version de trench demi-saison, je vous avais proposé 2 possibles doublures, et vous étiez parti sur l'autre version, il me restait donc ce tissu-là, je me suis dit mais c'est un tissu idéal pour faire une petite blouse. Je l'ai improvisé comme mes précédents patrons, en ce moment j'improvise beaucoup sur le patronage, et en soi c'est bien sorti dès le départ, mais quand je l'ai enfilé, il s'est avéré que dans le dos et au niveau des emmanchures, c'était trop serré. Et ça, c'est le sujet que je vous avais dit. En fait, j'avais déjà remarqué, que ce soit dans ma veste crop, que ce soit dans mon pyjama ou dans cette version-là, au niveau des emmanchures et de la carrure dos, je sentais que j'étais un petit peu à l'étroit. C'était pas bloquant, je peux porter le chemisier, mais ça pourrait être plus confortable. Ce qui m'a incité en fait à en faire une deuxième version, vu qu'il me restait encore suffisamment de tissu. Je me suis dit, bon bah on n'est pas à ça près, hein, il me reste encore du tissu. Ce qui était plutôt une bonne chose, parce que du coup j'ai corrigé donc le dos pour l'élargir. Je pense que j'ai augmenté de 1 ou 2 cm. J'ai également retravaillé mon emmanchure pour qu'elle soit un peu plus ample à l'intérieur. Et j'en ai profité pour améliorer mon exécution.
parce que effectivement, j'ai beaucoup improvisé. Je vais me rapprocher pour vous montrer comment est construit le chemisier. Donc, vous avez ici ce que j'appellerais un col officier. Donc c'est un col droit avec un effet arrondi ici. Et j'ai rajouté par-dessus une fronce. Alors la fronce ici, elle est beaucoup plus courte en termes de hauteur comparée à ma deuxième version. La deuxième version et voici la première version. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur les mêmes hauteurs. Il est beaucoup plus haut celui-là. Avec le recul, je préfère cette version-là. Le plus court me correspond un peu mieux. Mais il fallait que j'expérimente, quoi qu'il en soit. Et donc, ce volant froncé court donc tout le long du col et redescend sur la poitrine. Sauf que j'ai totalement improvisé, donc autant au niveau du col, j'ai fait les choses correctement. C'est-à-dire qu'il y a un col inférieur et supérieur, et j'ai enfermé mes fronces entre les deux au moment de la couture, et quand j'y retournais, hop, on avait la fronce qui ressortait bien. Sauf que pour la partie basse, en fait, j'ai pas pensé comment j'allais le construire, donc en gros, j'ai enfermé mon... J'ai d'abord posé la fronce vers l'intérieur et je l'ai rabattue pour la recoudre pour qu'elle apparaisse dans le bon sens par l'extérieur, mais en réalité, c'est très moche. J'ai cet effet-là un petit peu froncé qui apparaît, qui est pas très très subtil. Donc dans la version suivante, j'ai fait attention à ma construction et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement prévu un biais à l'intérieur. Quand j'ai commencé le montage, j'ai mis ma fronce par l'intérieur, j'ai posé mon biais et je l'ai rabattu, comme ça, hop, on voit plus la couture par l'intérieur. C'est aussi propre qu'à l'extérieur, vu qu'on a un biais qui court tout du long. Et donc ça me sert également de plaquette de boutonnière, parce que du coup c'est propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui était loin d'être le cas de celui-là. À l'intérieur, c'était juste une surpiqûre que j'avais juste replié en fait la bordure ici. Il n'y a pas de boutonnière parce que je me suis arrêtée vers la fin en me rendant compte que mon exécution était pas propre et qu'en plus j'étais trop serrée. Je me suis dit ça sert à rien d'aller plus loin. Au niveau du dos, j'ai fait aussi des évolutions. Ça c'est ma première version, j'avais fait du coup un pli creux dans le dos. Sauf que après essayer, je me suis dit ce serait peut-être plus pertinent de rester dans la fronce. Donc dans le dos de la deuxième version, je suis restée sur quelque chose de plus froncé, ce qui équilibre mieux par rapport aux volants qui sont sur le dessus. En soi, pour le reste, il n'y a rien de particulier à expliquer sur cette blouse. Il y a une pince poitrine à ce niveau-là. Les manches, c'est des manches 3/4 qui sont froncées avec un bracelet et une patte de boutonnage à l'extérieur, dans le dos de la manche. J'ai pas mis de bouton parce qu'en fait je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié de rajouter donc le surplus pour faire ma fermeture, donc je ne peux pas boutonner actuellement les manches. Même cette deuxième version elle est pas parfaite. Mais pour quelque chose qui est improvisé, je vais pas trop me plaindre. Donc au niveau de la longueur du chemisier, ça peut vous sembler court, mais en fait c'est intentionnel, c'est-à-dire que sur le devant c'est plus court que sur le dos. L'idée c'est que le chemisier soit un peu crop, c'est-à-dire qu'il soit pile au même niveau qu'un pantalon taille haute. Comme ça met en valeur la taille qui est bien centrée avec le pantalon taille haute. Et dans le dos, ça redescend un petit peu plus pour couvrir un petit peu plus. Et au niveau de la fermeture, vous noterez que les boutonnières ne vont pas plus haut que le volant français. C'est intentionnel, en fait, le col doit rester ouvert. Parce que je vous l'ai expliqué, pour le t-shirt, j'ai besoin de montrer un peu de la peau pour allonger ma silhouette. Donc il n'y a pas d'intérêt pour moi de mettre des boutonnières. Pour l'autre version, qui est un peu serrée, c'est pas perdu parce que donc on peut considérer que c'est une taille en dessous de la mienne. Donc je suis en 42. Et comme il y a Yulia qui passe, elle est dans une taille un peu plus petite que la mienne, peut-être qu'elle, ça lui ira bien. Donc je vais lui faire essayer. Si ça lui convient, je la finaliserai en rajoutant les boutons. Elle pourra la récupérer. Ce serait dommage parce sinon elle est nickel. Hein. C'est vraiment qu'il y a un problème de gradation limite pour le dos ici. Et donc pour finir, pour l'histoire justement de gradation, suite à l'expérience, effectivement, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu juste. J'ai retravaillé tout mon bloc de patron pour justement l'élargir au niveau du dos et au niveau des emmanchures. Logiquement, dorénavant, j'aurai plus ce problème-là avec mes prochains patrons. Je finis sur un dernier point de détail. Je vous ai parlé, j'avais agrandi les emmanchures. Donc sur le coup, c'était parfait. Sauf que j'ai voulu travailler mes finitions parce que comme j'avais fait des belles finitions sur le devant en rajoutant cette petite plaquette, je me suis dit, continuons, faisons de belles finitions. Donc vous noterez que sur le côté, j'ai fait des coutures anglaises, c'est-à-dire que même mes marches sont totalement refermées, donc elles sont parfaitement propres. Je me suis dit, je vais faire également la même chose sur l'emmanchure et je vais mettre un biais. Sauf qu'en faisant ça, mon biais, en fait, il est encore plus resserré avec la marge de couture qui rentre vers l'intérieur du bras. Donc, j'ai perdu l'aisance que j'avais initialement remis. Dommage. Mais bon, après, c'est pas non plus serré. Hein. C'est juste que voilà, j'ai un petit peu moins d'aisance qu'initialement, mais j'en ai encore suffisamment pour être confortable dans cette version-là.
Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut clôturer toutes mes créations off-caméra depuis l'hiver dernier jusqu'à aujourd'hui, donc on est le 25 mai. Comme je suis en congé cette semaine, autant vous dire, il va y avoir encore d'autres créations off-caméra, mais ça, on se reverra, je sais pas, d'ici l'automne, vu le temps que je prends pour sortir mes vidéos. Logiquement, ma prochaine vidéo, ce sera sur la suite des trenches, et donc l'histoire autour de comment je grade, comment je fais les essayages avec mes autres membres de ma famille, amis, également comment j'ai fait la vidéo du tournage qui a été très lent, très compliqué, très fatigant. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur le prochain épisode. Il est fort probable que d'ici la sortie de la vidéo autour de la gradation du tournage, je publie un appel à testeurs-testeuses d'ici début de l'été. Je prends mon temps comme vous pouvez le voir, mais je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour moi de prendre mon temps si je voulais faire les choses dans le bon rythme et que ce soit confortable et agréable pour moi, parce que c'est l'essentiel, c'est que je veux pas brûler toute mon énergie à faire qu'un seul projet, parce que je sais que j'ai tendance à très vite me lasser. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.